bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un jeu de rythme comme celui que vous êtes en train de voir à l'écran, avec des notes qui défilent, des boutons pour pouvoir appuyer sur les notes au bon moment et un score qui va augmenter en fonction de si on a bien appuyé ou pas sur les notes. Donc c'est très important dans ce genre de jeu de faire en sorte d'avoir les notes qui vont bien respecter le battement. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors on va commencer avec un projet vierge sur Godot, donc on va le passer en 2D et on va aller ajouter les quelques ressources dont on va avoir besoin sur notre projet. Hop, donc on va chercher dans un dossier et on les glisse dans le système de fichiers juste ici. Ça nous a ajouté tous nos petits éléments. Alors dedans il y a une image pour le background, une image pour les notes qu'on va avoir. Pour les boutons sur lesquels on va appuyer pour que les notes apparaissent. Et pour avoir aussi la musique, on a une petite musique que j'ai récupérée depuis YouTube. Alors on va commencer par la première étape de notre projet. On va rajouter une node toute basique sans attribut particulier qu'on va appeler game, qui va être notre node principale, c'est laquelle on va ajouter tous nos éléments et on va lui ajouter un background. Donc pour faire ça, on va lui ajouter une nouvelle node, un sprite 2D sur lequel on va aller ajouter notre image de background. On va juste la faire glisser. Donc vous voyez, moi c'est un petit carré blanc, gris-blanc que j'ai ajouté. Et l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que ce carré va prendre toute la taille hop, de notre fenêtre. Donc on l'agrandit, c'est pas très important comment il est placé. Et donc voilà, ça fera notre background, donc on va l'appeler background ici dans l'inspecteur. Et on va lui changer sa couleur, puisque du blanc comme ça va faire un peu mal aux yeux. On va aller dans visibilité, et on va aller changer un petit peu sa couleur. On va essayer de prendre une couleur pas trop criarde, hop, histoire que ça ne nous fasse pas trop mal aux yeux. Hop là. Donc on va partir là-dessus, on va rajouter une caméra 2D. Donc vous allez dans l'outil de création de nodes, vous cherchez caméra et vous prenez caméra 2D. Donc ça nous la met directement ici, on voit sur l'écran. Donc voilà, notre background fait plus ou moins une taille qui couvre toute la caméra, donc c'est ce qu'on veut. Et si on lance, donc ça va nous demander de confirmer qu'on veut bien lancer avec cette scène là. Donc on va sélectionner le dossier actuel, on va sauvegarder notre scène, hop, et quand on lance, donc on a bien, voilà, pour le moment il n'y a rien du tout, il y a juste une fenêtre avec notre fond d'écran, mais on va aller rajouter nos éléments. Et le premier élément qu'on va vouloir mettre en place, ça va être les touches qu'on a en bas de l'écran sur le jeu de rythme que j'ai montré tout à l'heure. Donc une touche rouge, une touche verte et une touche bleue. Pour pouvoir faire ça, on va aller créer une nouvelle node qui va être dédiée à ce fonctionnement-là. Donc ça va être une node 2D toute simple, donc on peut récupérer celle-là, qu'on va appeler key, puisque c'est les touches sur lesquelles on va appuyer. Et pour pouvoir avoir notre fonctionnement correct, ce qu'on va faire, c'est avoir des areas 2D qui vont être nos hitbox en fait de détection. C'est ces zones là en fait qui vont nous permettre de détecter quand une note entre et sort de l'espace où il y a la touche, pour pouvoir détecter si le joueur a appuyé bien au bon moment ou s'il a appuyé alors qu'il n'y avait pas de note dessus. Donc on va en ajouter 3. Là j'utilise le raccourci CTRL-D pour dupliquer les areas 2D que j'avais déjà fait. Et on va l'appeler la première perfect. Donc ça, ce sera celle qui se déclenchera si jamais le joueur appuie quand une note est parfaitement au centre de la touche. Une qui sera good et une qui sera ok. Donc on aura celle qui est parfaitement centrée, celle qui est un petit peu plus
enfin toujours centré mais avec une petite marge supplémentaire, et celle où bah voilà, c'est ok, il a touché, enfin il a appuyé sur la touche au bon moment, mais c'est pas incroyable, ce sera la touche ok. Et donc pour pouvoir faire en sorte que tout ça fonctionne, vous voyez qu'ici on a un petit avertissement. Quand on clique dessus, ça nous explique qu'il faut rajouter une collision. Donc on va rajouter des collisions à ces éléments là. Donc pour pouvoir faire ça, on va ajouter un nouveau nœud et on va aller chercher collision. Et on ajoute des collision shape 2D. On le fait pour chacun des éléments. Et ces collision shape, eux aussi, ils ont un petit avertissement qui nous dit il faut sélectionner une forme. Donc on va sélectionner une forme. Ici, vous voyez dans le menu de l'inspecteur, on a un paramètre qui s'appelle shape. On peut créer une nouvelle forme et dire que ce sera un nouveau cercle. Et donc on va faire la même chose pour tous nos circle shape. Voilà, on a créé des formes pour chacune de nos collisions. Le truc c'est que elles font toutes la même taille, donc c'est pas très intéressant. Ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est de les redimensionner pour faire en sorte que ça ait des tailles un petit peu plus cohérentes. Donc, comme je l'ai dit, le perfect c'est celui qui va avoir une zone de détection la plus petite, qui va être au centre. Donc on va aller dans le transform et on va dire que ça fera 0,5. Donc voilà, on voit tout de suite que ça se réduit. Le good, on va le laisser à 1 avec sa taille normale, et le OK, il aura une collision un petit peu plus grande pour avoir une détection qui se fait sur plusieurs zones. Donc là, on voit que il y a mes 3 collision shape, avec celui au centre, c'est le perfect, celui au milieu, c'est le good, et celui autour, c'est le OK. Et donc ça, c'est notre base d'éléments qu'on va utiliser pour la key. On n'a pas grand chose en fin de compte à rajouter comme élément dans la scène pour une key. On va juste aller rajouter un petit peu de code pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc avant de faire ça, on va sauvegarder la scène en tant que nouvelle scène. Et comme je le disais, on va aller ajouter du code à tout ça. Pour pouvoir ajouter le code, on fait attacher un nouveau script. On prend ce qui est fourni par défaut. Et là, donc Godot nous a généré le script de base. Il y a certains éléments qu'on va réutiliser, mais la plupart on ne va pas les utiliser. Donc la fonction onReady, vous pouvez la retirer. Et donc nous, ce qu'on veut faire comme fonctionnement sur ces objets, c'est de détecter quand on a appuyé sur une touche, est-ce qu'il y avait bien une note qui était présente dans telle ou telle zone, pour s'assurer d'attribuer le bon nombre de points et augmenter le score correctement. Et donc pour pouvoir faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle des booléens. Donc ça va être 3 variables. Une variable perfect, on va mettre de base à false, donc à 0. Une variable good, on va également mettre à false. Et une variable ok, qu'on va mettre à false aussi. Et maintenant, pour pouvoir détecter les collisions au bon moment, c'est très simple. Dans Godot, quand on clique sur une area 2D, dans le menu de la scène ici, et qu'ensuite sur la droite on va cliquer sur nœud, ici on voit qu'il y a plusieurs fonctions qui sont proposées pour les Area 2D. En fait, ces fonctions, c'est les signaux qui vont être envoyés par Godot et qu'on va pouvoir récupérer. Et notamment, ceux qui nous intéressent, c'est les Body Entered et les Body Exited. Donc c'est ce qui va nous permettre de pouvoir détecter s'il y a quelque chose qui est entré dans la zone du perfect, du good ou du ok, et si quelque chose en est sorti. Et donc c'est ça qui va venir passer à false ou à true nos petites variables qu'on va ensuite utiliser pour pouvoir détecter quel score il faut augmenter. Pour pouvoir ajouter ces fonctions, pour pouvoir récupérer le signal, c'est vraiment très simple, on a juste à double-cliquer dessus. Là, on a le petit menu de Godot qui nous dit dans quel script, sur quel objet on veut le rattacher. Donc on va le rattacher à notre objet key, qui a un script qui est attaché à lui. Hop. Et tout de suite, ça nous ajoute le corps, la fonction, enfin le squelette de la fonction. Et donc on va faire ça pour toutes les fonctions qui nous intéressent. Donc on le fait pour l'objet perfect. On voit que ça l'a appelé directement onPerfectBodyEntered. Et si maintenant on fait la même chose pour good, hop,
Donc ça s'appelle onGoodBodyEntered, ça nous permettra de différencier lequel est lequel. Ok, maintenant qu'on a ces fonctions, ce qu'on veut rajouter, on voit que là il y a un petit body en paramètre. Nous on voudrait avoir une variable qui va nous permettre de le récupérer et de pouvoir le traiter plus tard en fait pour vérifier est-ce que voilà on a une note qui est bien présente dans la zone du area et que ça n'a pas juste été détecté et qu'on n'a rien récupéré. Donc on va rajouter une dernière variable qui va s'appeler note tout simplement, qu'on va mettre à nul par défaut. Donc nul c'est une valeur pour dire que c'est à 0 sur des objets de ce genre là. On va aller dès que on détecte que quelque chose est entré dans notre zone pour pouvoir valider des points, on va aller ici dire note est égal à body. Ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir récupérer en fait cet objet qui est rentré dans notre fonction process qui va être appelée sur toutes les boucles de jeu et de pouvoir la traiter, supprimer l'objet qui est à l'écran quand on a appuyé, faire différentes choses avec. Donc on va mettre notre note à body quand on entre dans la zone OK, puisque c'est la zone la plus grande, et quand on sort de la zone OK, on va mettre le note à nul. Ensuite, on va aller faire le fonctionnement de chacune des fonctions. Donc on peut retirer le pass qui a été ajouté automatiquement. Hein, donc on va le retirer tout de suite. Hop. Et pour chacune des fonctions, on va aller changer la variable qui lui correspond. Donc par exemple dans le onPerfect, on va dire que perfect est égal à true. Puisque du coup, la note est en train de toucher la zone perfect de notre touche, de notre bouton. On va faire la même chose pour quand le corps sort de la zone de perfect. Donc quand il sort de la zone de perfect, on va le mettre à false, notre variable. Et on répète l'opération pour les deux autres. En changeant bien le nom. Donc là, on a notre base pour pouvoir continuer à travailler avec nos quelques variables. Et donc, c'est ça qui va nous permettre par la suite de pouvoir avoir notre fonctionnement quand on appuie sur une touche. Et justement, vu qu'on veut détecter quand on appuie sur une touche, on va aller définir dans notre projet comment est-ce que ces touches sont détectées. Donc pour pouvoir faire ça, on va aller dans projet, paramètres du projet, on va aller dans contrôle, et dans contrôle ici on va ajouter une action. Donc on va ajouter une action red, une action green et une action blue pour nos trois boutons qu'on aura. Et on va aller cliquer sur ajouter un événement, et on utilise la flèche de gauche par exemple pour le red, la flèche du bas pour le green, et la flèche de droite pour le blue. Ça va être nos trois boutons pour pouvoir jouer au jeu de rythme. Donc voilà, une fois qu'on a défini ces touches, on va pouvoir aller remplir la fonction processed et on va aller lui ajouter une petite condition. Donc si on a détecté une input, donc une entrée sur le clavier ou quoi que ce soit, et on va utiliser la fonction isActionJustPressed, ça veut dire qu'on a appuyé et relâché un bouton. Qu'on a appuyé sur un bouton et ça le détecte qu'une seule fois. Donc si on maintient le bouton, cette fonction ne va pas retourner la valeur vraie. Et là, on ne veut pas spécifiquement dire je veux coder ça juste pour le blue ou coder ça juste pour le green ou que pour le red. On va aller rajouter une nouvelle variable qu'on va appeler key. Et cette variable là, elle sera passée de par l'inspecteur à notre note key quand on l'utilisera dans notre scène des games. Pour pouvoir faire ça, on va faire un export var key. On va aller lui mettre une valeur par défaut qui sera red par exemple. Et en faisant
ce export, ce @export, ça va permettre à faire en sorte que cette variable-là sera visible dans l'inspecteur. Vous voyez ici, il y a tout un tas de variables qui sont visibles sur les différents éléments. C'est des variables en fait qui sont mis en visible dans le code. Et donc pour pouvoir faire la même chose de notre côté, on utilise ce mot-clé. Et donc si la touche associée à notre touche actuelle est appuyée, et bien là, on va aller faire le fonctionnement nécessaire. Donc, on vérifie, il y a une touche qui a été appuyée, on vérifie si on a bien une note qui existe. Donc si la note n'est pas égale à nul, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la valeur de note, ça veut dire qu'une de ces fonctions-là a été appelée. Et donc si c'est le cas, on va aller vérifier si c'est perfect qui a été déclenché. Donc si on est dans la zone du perfect, on va dans un premier temps juste afficher le texte perfect. Et on va aller faire des choses similaires pour nos deux autres boutons, nos deux autres zones de détection. Donc on fait un elif et un autre elif. Et on remplace par good et OK. Et là, ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on veut faire, c'est, on a appuyé sur la touche, on l'a appuyé vraisemblablement au bon moment, puisqu'on est rentré là-dedans, il y avait une note qui était dans la zone de détection. Après que ce soit l'une des trois, ça change pas grand-chose pour nous pour le moment. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller utiliser la fonction queueFree pour aller supprimer l'élément qui a été détecté. Donc on fait note.queueFree et ça va aller détruire la note en question. Donc après elle disparaîtra quand on appuiera sur le bon bouton. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter une autre condition. Donc si on a une input qui a été détectée mais qu'il n'y avait pas de note dans la zone, donc ça c'était le if s'il y avait une note dedans, puisque note il n'est pas égal à nul, ça veut dire qu'il est égal à quelque chose. Maintenant, sinon, si on a appuyé et que note est égal à nul, et dans ce cas-là, on va juste afficher missed, puisqu'on a raté la note. Et donc voilà, là on a quasiment terminé le code pour les touches, pour la gestion en fait des collisions des notes avec les zones de touche. On aura juste tout à l'heure à changer nos prints par des actions qui vont aller modifier le score. Mais pour le moment, vu que c'est pas implémenté dans notre game, on va pas le faire tout de suite, on va juste faire des affichages. Et donc de l'autre côté, dans le game, là on va pouvoir aller rajouter des keys justement qu'on vient de créer. Donc pour pouvoir faire ça, on va aller prendre notre scène ici dans le système de fichiers et on va aller déplacer ça dans notre scène. Hop, donc là tout de suite on a rajouté une key et on va en rajouter deux autres. Hop, key 2 et key 3. Et si on est dans la scène, on voit tout de suite que voilà, on a nos key 2 et key 3 qui sont apparus. Donc ce qu'on va faire, c'est on va les positionner. Key, on va le mettre en moins 100 et 280. Donc on va la mettre en bas. Key 2, hop, ça va être juste en 280, donc elle va rester au centre. Et Key 3, on va la mettre en 100 et 280. Ce qu'on va faire, c'est on va aussi les agrandir un petit peu. On va les agrandir, les mettre en x2 pour que les boutons soient un peu plus visibles. Donc là, pour le moment, elles n'ont pas spécialement d'apparence. On voit, nous, dans l'inspecteur, dans la fenêtre, les zones de détection, les zones de collision qu'on a rajoutées, mais c'est pas l'affichage qu'on aura si on lance le jeu, si on lance le projet, on voit que il n'y a toujours pas d'affichage. Pour pouvoir rajouter cet affichage, ça va être très simple. On va utiliser une sprite sheet avec le bouton quand il est appuyé, le bouton quand il n'est pas appuyé. Et avec ça, on va aller ensuite détecter quand on appuie sur le bouton. On va changer l'affichage pour faire en sorte que ce soit propre et qu'on y voit quelque chose de correct. Donc comme je disais, on va aller ajouter une sprite sheet animée, donc animated sprite sheet, animated sprite 2D pardon.
Et on l'ajoute ici, on a un petit avertissement qui va nous dire ah il faut rajouter des frames, donc c'est ce qu'on va faire, on va aller dans animation en haut à droite, cliquer sur vide, nouveau sprite frames, on reclique dessus, et donc ça nous ouvre cette petite fenêtre en bas de l'écran, sur laquelle on va pouvoir appuyer sur la petite grille qui correspond à ajouter des images depuis une feuille de sprite, et là on va aller chercher nos images qui nous intéressent. Donc là on voudrait ajouter pour le bouton rouge, donc on va utiliser notre image sprite sheet red, ouvrir, et donc ça nous ouvre cette petite fenêtre, donc on peut zoomer un petit peu dedans, et en fait on va utiliser le menu de côté. Là on sait qu'on a deux images sur l'axe horizontal, hop, et qu'on en a qu'une sur l'axe vertical. Hop, et donc derrière il fait le calcul tout seul pour faire en sorte que le découpage soit fait correctement. Donc on va tout sélectionner, ajouter les deux trames, et là on se retrouve avec notre bouton qui apparaît à l'écran. Donc si je lance, théoriquement, on a notre premier bouton rouge. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire exactement la même chose, mais avec les deux autres boutons. Donc voilà, là on a nos trois petits boutons. Si on lance, on les voit apparaître en bas de l'écran. Par contre, quand j'appuie sur les touches, il se passe toujours rien pour le moment. On va juste aller modifier un petit paramètre pour l'affichage, puisque vu qu'on utilise des images en assez basse résolution, pour pouvoir faire en sorte que les textures s'affichent correctement, on va dans les paramètres du projet, dans Général, Rendu, Texture, et ici plutôt que sélectionner Linéaire, on va afficher Nearest. C'est le paramètre qui est recommandé pour avoir un affichage propre quand vous faites par exemple du pixel art ou de base des jeux avec une résolution très basse, et ça va nous permettre d'avoir nos images qui s'affichent de manière un petit peu plus nette. Nous on veut que cet effet pixelisé reste, mais qu'il soit un peu plus propre, que ce soit pas flou en fait à l'écran. Et donc comme je disais, pour le moment, il n'y a pas de fonctionnement. Quand on appuie sur les touches, il ne se passe pas grand chose. Donc ça, on va aller le rajouter, ce fonctionnement, et ça va être très très simple. On va rajouter ça en ajoutant un script à notre game. Donc on va aller ajouter un script de cette manière là. Ça nous ajoute le script de base comme d'habitude, et là on va aller récupérer nos animations de sprite, et on va aller les ajouter au script. Donc avant de faire ça, on va renommer les éléments. Donc celui-ci par exemple, on va le renommer red button, pour qu'on puisse s'y retrouver en fait plus facilement après dans le script, qu'on n'ait pas juste des variables qui s'appellent animated sprite 2D. Celui-ci ce sera le green button, et celui-là le blue button. Et donc pour pouvoir les ajouter au script, on va les sélectionner tous les trois et faire glisser la souris. Et avant de relâcher la souris, on va maintenir CTRL. Et quand on relâche, ça nous fait cet ajout là. Je vous montre si on n'avait pas maintenu CTRL. Si j'en ajoute un, ça rajoute juste cette version là. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut créer une nouvelle variable qui va être définie avec le onReady correctement. Donc je refais l'opération pour vous montrer. Je maintiens CTRL, je relâche, et ça nous a rajouté tout ça. Et donc maintenant, on va pouvoir utiliser nos variables red, green, blue button dans notre code. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que les images soient l'image claire en fait des boutons pour première frame. Donc ce qu'on va faire, c'est redButton.frame. Et donc ça va nous permettre d'accéder à l'une des images en fait de nos sprite sheet. Si on clique sur la sprite sheet, on voit qu'on a deux images. Celle-ci et celle-là. Donc il y en a une qui est numérotée 0 et une autre qui est numérotée 1. Donc, par défaut, c'est sur la 0. Nous, on veut faire en sorte que ce soit sur la 1 pour commencer. Et donc on va faire la même chose pour nos trois boutons. Et donc si là, on lance, on voit que voilà, c'est nos trois boutons clairs qui ont été affichés. Et maintenant, on va aller faire le fonctionnement pour, quand on appuie sur les boutons, faire les changements de frame corrects. Donc on peut retirer le pass qui est juste là. Et donc ça va se passer dans la fonction process. Donc dans la fonction process, on va aller rajouter un if input, donc une détection d'input, une détection d'entrée. On vérifie si une action est pressed, donc par exemple l'action red. Et ben dans ce cas-là,
la frame du bouton red sera passée à 0. Et donc là, si on teste, théoriquement, on voit déjà que ça marche pour notre bouton rouge qui est passé sur son état un peu plus foncé. Maintenant, on va faire la même chose pour les deux autres boutons. Donc on va juste copier-coller ce code, hein, on va pas s'embêter. Hop. Donc on a nos trois boutons pour green et pour blue. On n'oublie pas de bien changer les noms pour éviter d'avoir les mauvais comportements. Et on va aller rajouter un bloc qui va être similaire, qui va être le bloc de si on a relâché la touche. Donc ici, plutôt que d'avoir des action pressed, on va avoir release, ou plutôt just released, qui va nous permettre de détecter si la touche vient d'être relâchée. Et dans ce cas-là, si ça a été relâché, on passe l'affichage à 1. On fait ça pour nos trois boutons. On va modifier l'appel de fonction pour les trois. Hop, on sauvegarde et on teste. Et là, théoriquement, hop, on voit nos boutons qui clignotent quand on appuie sur les touches. Alors on voit aussi dans notre affichage qu'il y a notre message mist qui s'affiche bien, puisqu'en fait, pour le moment, il n'y a pas de note. Donc ça veut dire que si on appuie, on a loupé notre coup, on a loupé une note. Puisque du coup, il n'y a pas de note qui est arrivée au bon endroit. Comme je vous disais tout à l'heure, dans notre objet keys, on a paramétré pour qu'on puisse voir la variable key qui est affichée et qu'on puisse la modifier. Donc je vous avais montré, je l'avais mis par défaut à red, mais du coup là par exemple sur ce bouton là, c'est bien, c'est notre bouton rouge. Par contre voilà, ce bouton là et ce bouton là, ils n'ont pas la bonne couleur. Donc là on est sur le bleu, donc on va mettre blue pour que ça corresponde à l'action qu'on a définie quand on appuie sur la touche de la flèche de droite. Et on fait la même chose pour celui-ci, ce sera green. Et comme ça, quand dans notre code de keys ici, on utilise cette variable-là, ce sera la bonne touche qui sera détectée et ça ira vérifier correctement les différents éléments. Et donc justement, on va continuer le fonctionnement de cette partie-là avec l'implémentation du score. Donc pour pouvoir mettre un score, dans un premier temps, ce qu'il nous faudrait, c'est avoir du texte à l'écran. Donc pour avoir du texte, on va aller ajouter une nouvelle node qu'on va aller chercher qui sera de type Rich Text Label et qu'on va aller mettre en haut à gauche. Hop. En sorte que ça prenne toute la largeur de l'écran. Et on va l'appeler score. Score label même. Et dedans on va mettre un texte de base score à 0 pour le moment. Et pour pouvoir définir sa taille, puisque là pour le moment c'est un petit peu petit, on va aller dans Themes Overrides et Font Size. Et là on va mettre 50 pixels pour avoir un texte qui est relativement grand et visible. Si on lance, voilà, on voit maintenant qu'on a du score en haut. Alors pour le moment il n'y a pas de note, il n'y a pas moyen d'augmenter le score, mais par la suite on va faire en sorte que ce soit possible. Et donc pour justement faire en sorte que ce soit possible, on va aller dans notre script du game et on va aller rajouter une petite fonction qui s'appellera increase score, qui va prendre une valeur qui nous sera envoyée. Et cette valeur va aller être ajoutée au score actuel. Donc notre score va être égal au score plus la valeur qu'on a reçue. Et donc pour pouvoir faire ça, on va aller faire en sorte que on ait une variable score qui va commencer à 0. Et nous on veut que ce score soit affiché à l'écran, donc on a créé notre score label qui est juste là. Pour pouvoir faire ça, donc on va aller le récupérer et l'ajouter à notre script, donc comme on a fait tout à l'heure. Et maintenant qu'on a accès à la variable score label, on va pouvoir aller s'en servir et modifier son texte. Donc tout simplement en faisant score label.text est égal à, et après là on peut mettre ce qu'on veut. Donc par exemple on veut créer une chaîne de caractères, hop,
qui va être score, espace, et le score qu'on aura calculé juste au-dessus. Ce qu'on peut faire pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa au niveau de la gestion du score, vu que c'est un jeu de rythme, c'est avoir une gestion de combos. Donc même principe, hein, on va aller rajouter un nouveau texte, maintenant qu'on sait faire, dans notre objet, dans notre scène, qu'on va appeler combo label. On va aller le récupérer de la même manière. Se créer une petite variable qui va s'appeler var combo, qui va commencer à 1. Et en bas, on va aller vérifier les valeurs qu'on va recevoir, ça va être des valeurs clés. Donc si c'est 3 par exemple, ça voudra dire que ce sera le perfect qui a été détecté. Si c'est 2, ce sera le good. Si c'est 1, ce sera le OK. Et si c'est 0, ça veut dire que le joueur a appuyé alors qu'il n'y avait pas de note à l'endroit prévu. Donc s'il a appuyé sur un endroit où il n'y avait pas de note, à un moment où il n'y avait pas de note, on va remettre son combo à 1. Et sinon, s'il a appuyé alors qu'il y avait une note, on va lui augmenter son combo de 1 et on va se servir de ce combo pour multiplier le score du joueur et faire en sorte que il ait un score plus élevé. Donc si la valeur qu'on m'a envoyée est égale à 0, et ben dans ce cas là mon combo je le repasse à 1, puisque du coup on a dit que le 0 c'est le joueur qui appuyait alors qu'il n'y avait pas de note. Sinon on augmente le combo de 1. Combo plus égale 1. Et ici, on va aller multiplier la valeur par le combo. On voudrait l'afficher, notre combo, donc on va faire la même chose. Combo label.text est égal à str. Et notre petit texte combo avec un x pour faire un signe de multiplication. Et notre variable qui contient le combo actuel. Et donc là, voilà, niveau du code pour le score, on est plutôt bon dans cette classe-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller positionner notre texte de combo. Donc on a le score qui est ici. On veut faire en sorte que voilà, le combo soit juste en dessous. Hop, même principe, on va l'agrandir sur toute la zone. Pour qu'on voit à quoi ça ressemble, on va mettre comme ça. Et on va aller augmenter sa taille de la même manière. Celui-ci fera 30, qui sera un petit peu plus petit. Et voilà, on a notre score, notre combo. Pour le moment, les deux ne bougent pas, parce qu'on n'a pas encore de notes qui descendent, mais on a déjà le tout qui est prêt. Dans notre scène de CLI, on va pouvoir, dans le script, maintenant aller modifier nos prints pour faire en sorte que ce soit le score qui soit augmenté. Et donc, le score, la fonction increase score, elle est pas en fait dans ce script là. Elle est dans notre game.gd, donc elle est dans l'objet qui contient en fait des keys. Donc pour pouvoir accéder à cette fonction, ce qu'on va faire, c'est utiliser la fonction de Godot qui s'appelle getParent. Donc on va faire get underscore parent. Et là en fait, on a accès au script qui est attaché à notre game, puisqu'on sait en fait que le key est attaché à un game. Donc pour pouvoir faire ça, il faut s'assurer qu'il y a un parent qui existe et que ensuite la fonction increase score existe dans ce fameux parent, parce que sinon ça marchera pas, ça nous mettra une erreur. Mais là, nous on sait que c'est le cas, on vient de le créer, on a fait en sorte que ce soit bon. Et donc on va appeler notre fonction correctement en changeant bien les valeurs. Donc qu'on a dit, si c'est imperfect ce sera 3 points, si c'est un good ce sera 2, si c'est un OK ce sera 1, et plutôt que d'afficher mist, on va appeler la fonction mais hop, avec 0, puisque c'est ce qu'on a déterminé dans notre fonction increase score, que quand c'est 0 ça reset le combo à 1. Et donc voilà, là on a vraiment la base du jeu, avec une détection de collision en fonction de là où les notes vont atterrir, une gestion des inputs, on a juste les notes
à ajouter, et le fonctionnement avec la musique, le fait de pouvoir détecter que sur tel battement on va avoir une note qui va être générée. Donc on va commencer par créer une note. Donc on va créer une nouvelle scène qui va être un caractère body de 2D. Alors ça paraît un peu contre-intuitif, mais c'est ce qui va nous être utile pour pouvoir déplacer la note sur l'écran et détecter les collisions correctement. Donc on va l'appeler note. On va se poser dans la scène comme ça, et on va lui ajouter une animated sprite sheet et quelques autres éléments, donc une area 2D, une collision. C'est obligatoire pour le caractère. Et à cette area 2D, on a dit qu'il fallait rajouter une collision, puisque c'est comme ça que fonctionnent les area 2D, sur laquelle on va rajouter une forme. Donc, hop, une circle shape, idem pour ça. Et là, notre animated sprite 2D, ça va être une nouvelle sprite frame. Et pour celle-ci, on va aller utiliser notre image note RGB avec les trois couleurs, puisqu'en fait c'est ce qui va nous permettre de générer la couleur, la note de la bonne couleur. Donc là on a trois images à l'horizontale, une image à la verticale, ça nous découpe correctement, on sélectionne, hop, et donc là on a bien les trois couleurs, puisqu'en fait les notes peuvent avoir l'une de ces trois couleurs. On voit que les collisions sont un petit peu plus petites que nos images, donc on va aller les agrandir un petit peu. Je pense que c'est du 1,5 voire 1,6. Voilà, on fait la même chose pour l'autre. Donc là, voilà, on a notre note par défaut, donc on a les différents éléments, on va l'enregistrer, enregistrer notre scène. Et maintenant que la scène est enregistrée, il faut coder le fonctionnement des notes. Donc les notes, ça va être relativement simple, on veut juste que ce soit un élément qui, quand il apparaît, il a une vitesse qu'on va lui donner, il a la bonne couleur, donc par rapport aux trois couleurs qu'on lui a fournies, et il se déplace de haut en bas dans la direction qu'on lui a donnée. Et si jamais la note sort de l'écran, c'est-à-dire que elle est descendue après les touches pour pouvoir la valider, et au bout d'un moment on va vouloir la supprimer pour éviter qu'elle parte à l'infini. Donc on va rajouter un script à notre caractère, donc la note. Ici ça nous l'a créé avec tous les éléments de base du caractère body 2D, mais nous on va pas vraiment en avoir besoin, donc on va juste peut-être garder la fonction physique process. On va mettre en passe, et puis tous les autres éléments on peut les retirer. Hop. On va juste vouloir avoir de disponible une vitesse, qu'au début on va mettre à une valeur par défaut, une valeur arbitraire. Ensuite on veut avoir une direction. Cette direction pour nous ce sera forcément vers le bas, donc on va utiliser vecteur 2.down, et en fait ça c'est un vecteur qui est orienté vers le bas. Et donc quand on multiplie ce vecteur là à un autre vecteur, ça nous donne un vecteur qui se dirige vers le bas forcément. Et on va avoir une variable pour gérer la couleur, donc là en l'occurrence on va mettre une valeur par défaut à red. Et on va récupérer notre animated sprite 2D de la même manière qu'on a fait pour les autres, pour pouvoir aller le modifier en fonction de ce qu'on a récupéré. Donc dans notre fonction physique process, ce qu'on va faire, c'est on va aller faire en fonction de la couleur changer l'image qu'on a à l'écran. Donc si la couleur c'est red, et dans ce cas-là, on va faire animated sprite.frame, donc de la même manière qu'on avait fait tout à l'heure, 0, puisque sur notre animated sprite, la frame 0 c'est la note rouge. Et on va faire la même chose pour cela, donc elif, puisque on sait que ça ne peut pas arriver autrement. Plutôt que red, on va mettre green et blue. Et ici, on va changer. Donc si c'est du green, ce sera le 1, et si c'est du blue, ce sera le 2. Donc ça, c'est juste pour quand on va créer des notes, on va aller lui dire
la note sera de telle couleur. Donc là, pour le moment par défaut c'est rouge, mais nous tout à l'heure on va aller le modifier en fonction des notes qu'on va créer. Et donc dans notre fonction de process, on va aller changer la frame en fonction de la couleur qui aura été déterminée. Et enfin, on va aller faire le déplacement de la note. Donc on va créer une nouvelle variable qui va être notre vélocité, en fait, notre vitesse de déplacement, qui va être en fait le résultat du calcul donc, de la direction multiplié par la vitesse qui nous sera pareil envoyée de la même manière que la couleur. Là on a mis une valeur par défaut, mais ce ne sera pas cette valeur qui sera utilisée. Multiplié par le delta, donc qui est le delta de temps en fait donné par la fonction process. Et on modifie notre position. En faisant global position est égal à global position plus la vélocité qu'on vient de calculer, qui est un vecteur aussi. Et si jamais notre position, donc la global position, elle dépasse, on va dire 350, qui est une valeur relativement arbitraire mais qui descend en dessous de la caméra, on va utiliser la fonction queue_free pour pouvoir libérer la mémoire et supprimer la note, puisqu'on n'a pas envie qu'elle reste à exister alors que on a déjà dépassé l'écran. Donc là, on n'oublie pas de dire que c'est la valeur en Y qu'on veut vérifier. Et ça, c'est le code en fait pour la note. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus compliqué en fait que ça. C'est vraiment juste une variable pour gérer la vitesse, une variable pour gérer la direction, une pour la couleur, notre AnimateSprite pour pouvoir justement changer la couleur. Et après, on vérifie en fonction de ce qu'on nous a donné, on affiche la bonne image. Et ensuite, en fonction de ce qu'on nous a donné pour la vitesse, on va aller calculer la vitesse et déplacer notre note. Et si jamais elle descend trop bas, et ben on la supprime. Et là maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va coder notre classe qui va nous être utile pour pouvoir faire en sorte d'avoir la bonne gestion du temps par rapport à la musique, puisque c'est ça en fait le vrai défi d'un jeu de rythme, hein, c'est de faire en sorte que les éléments qui apparaissent à l'écran apparaissent en rythme avec la musique et qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là, puisqu'on veut essayer d'être relativement précis sur ces éléments-là pour que le jeu de rythme ait une bonne sensation en fait quand on y joue. Donc pour pouvoir faire ça, on va créer une nouvelle scène qui va prendre pour base un audio stream player. Hop. Et on va lui ajouter un timer qu'on va utiliser un petit peu plus tard, qu'on va appeler start timer. Et cet AutoStream Player, on va lui ajouter un script qui va être notre script pour pouvoir gérer correctement la classe en fait du conducteur. Donc plutôt que de juste le laisser appeler AudioStream Player, on va l'appeler conducteur, qui veut dire chef d'orchestre en anglais. Mais c'est un petit peu plus court que chef d'orchestre, donc conducteur ça ira très bien. Et on lui ajoute le script. Hop là. Donc là on a notre nouvelle classe. Qui va contenir en fait le cœur de tout ce qui va être important pour pouvoir faire en sorte que notre projet fonctionne bien, que le jeu soit bien en rythme, que la musique se joue et que les notes apparaissent correctement. Donc, première chose qu'on va faire, c'est on va vouloir proposer d'avoir le BPM, donc c'est le beat per minute, c'est le nombre de battements par minute dans une musique. On veut que quand on va créer un conducteur, pouvoir lui donner cette valeur en paramètres. Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire une variable en export comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui va s'appeler song BPM, qui sera un entier. Ensuite, on va avoir quelques variables qui vont nous être utiles pour le fonctionnement en fait général de notre classe. La première, ça va être le beats before start, qui va nous être utile pour pouvoir définir combien de battements on veut avant de commencer à jouer la musique, puisque si on commence directement à jouer la musique, le joueur n'a pas le temps de se positionner, d'être bien dans le truc, de voir les notes apparaître. Donc nous on veut avoir la possibilité de pouvoir avoir quelques bits avant le début de la musique, et ça sera paramétrable via cette variable. Ensuite, on va avoir une variable qui est relativement importante, c'est le nombre de secondes par bit, donc on va l'appeler nombre de secondes sec per bit. Ce sera un float, donc un nombre à virgule.
la position dans la musique, song position, qui sera en float, et 2-3 variables pour la position en fait dans la musique, mais cette fois en battement et pas en nombre flottant. Donc on va avoir song position beats qui va être commencé à 0, et on va avoir une autre petite variable qui est très similaire mais qui va juste nous être utile pour pouvoir faire le fonctionnement correctement. Song positions in beats, donc le prev song position qui va pouvoir nous permettre de comparer entre le beat précédent, donc le battement précédent et le battement actuel. Est-ce qu'on a changé de battement, est-ce qu'on est à l'étape suivante, et donc est-ce qu'on doit déclencher les événements en lien avec ça. Et dernière petite chose, dans cette classe, on va définir notre propre signal. Tout à l'heure, vous aviez vu qu'il y avait des signaux qui existaient pour, par exemple, les AREA 2D, pour détecter les collisions, ce genre de choses. Et ben nous, on peut aussi faire des classes qui vont envoyer nos propres signaux. Et donc là, on va créer un signal. Donc on fait signal, et ça va être notre bit signal, qui va être déclenché au moment où on a un bit qui se déclenche. Donc à chaque battement, on va envoyer ce signal, et notre classe game va le récupérer et faire des actions en fonction de ça. Par exemple, faire apparaître une note à l'écran. Et donc commençons donc sur les fonctions. On va utiliser la fonction ready. Dans la fonction ready, on va aller calculer notre variable seconde per bit, sec per bit, hop, qui va être en fait égal à 60, puisqu'on a 60 secondes dans une minute, et le BPM de la musique en question. Pourquoi on utilise le BPM et pas directement le bit par seconde? Parce qu'en fait la plupart du temps, en musique, vous allez souvent trouver le battement par minute plutôt que le battement par seconde, simplement parce que c'est plus pratique. Les musiques, ce genre de choses, ça fait plusieurs minutes, et donc c'est ce qu'on utilise de manière générale. Et donc on fait juste ce petit calcul pour avoir le nombre de secondes par battement, pour que nous, ça nous soit utile pour pouvoir faire notre fonctionnement. Et enfin, hop, dans la fonction process, alors nous on va utiliser la fonction physicsProcess. Donc ensuite, dans notre fonction process, ce qu'on va faire, c'est si on détecte que la musique est en train d'être jouée. Donc le playing, c'est une variable qui est contenue dans AudioStreamPlayer. Donc si le playing il est à true, ça veut dire que la musique est en train d'être jouée. Si c'est le cas, eh ben on va mettre à jour notre position dans la musique, notre variable de position dans la musique. Pour pouvoir faire ça, on va utiliser la fonction getPlaybackPosition, qui va nous donner la position dans la musique, mais nous on veut faire un petit calcul pour être sûr d'être très précis, puisqu'en fait c'est là où parfois il peut y avoir des décalages entre ce que le système audio du jeu a détecté et le fait que voilà, votre matériel, votre ordinateur et tout ça, il a peut-être de la latence, ou même de base juste à process et à calculer tout ça, ça prend quelques millisecondes, quelques microsecondes, mais du coup ça peut faire un décalage, et sur un jeu de rythme, c'est ce qu'on veut à tout prix éviter. Et donc on peut pas juste se dire get playback position, c'est notre position dans la musique. On a quelques petites choses à prendre en compte en plus, notamment on va rajouter à ça le audio server .getTime since last mix, et de la même manière on a aussi une autre petite chose à prendre en compte, c'est ce que je parlais juste avant, la latence. Donc son position, on retire à ça la latence. Hop, get output latency. Donc ça, c'est les fonctions qui sont fournies par Godot, donc qui sont relativement pratiques pour pouvoir détecter ce genre de choses et faire nos calculs. Et donc là, on a la position en fait dans la musique, la position réelle par rapport à ce qui est en train d'être joué. Et donc on va utiliser cette position pour pouvoir calculer la position dans la musique en battement. Donc savoir à quel battement on est dans la musique pour pouvoir derrière aller déclencher des nouveaux battements, ce genre de choses. Donc song position in beats est égal à, et là nous on veut une valeur entière, donc on va utiliser int et la fonction floor pour avoir song position
divisé par seconde per bit. Et à ça, on ajoute notre petite variable bits before start, parce que on veut prendre ça aussi en compte, hein. On veut avoir le bon calcul en prenant le nombre de battements qui ont eu lieu avant le début de la musique, pour être bien positionné. Et on va faire appel à une fonction qu'on va coder juste après, qui va être reportBit, qui va être la fonction dans laquelle on va aller émettre notre signal de battement s'il y a eu un nouveau battement. Donc si dans l'avancement, à l'appel de process, on se rend compte qu'il y a eu un nouveau battement, qu'on est passé d'une position en battement à une suivante, et bah, du coup on va aller envoyer un signal et dire à l'objet qui est au-dessus, bah, j'ai un nouveau battement, fais tes opérations. Donc on va coder cette fonction qui va s'appeler donc reportBit. Et cette fonction, on va avoir juste une petite condition à l'intérieur qui va être si notre prev bit il est inférieur au battement actuel, ça veut dire qu'on a changé de position dans les battements, et donc bah, dans ce cas là, si on a changé de position dans les battements, c'est qu'on est passé au battement suivant, et donc on va émettre notre signal, le bit signal, et on va envoyer la position en battement à l'élément qui récupère ce signal. Et on modifie notre prev, hop, puisque du coup on a modifié notre information. On a modifié notre position en fait dans les battements. Donc ça c'est vraiment la fonction qui va être très pratique, qui va nous permettre de pouvoir en fait remonter le fait qu'il y a eu un nouveau battement, et dans l'objet de game, dans la scène de game, on va pouvoir récupérer le fait qu'il y a eu un nouveau battement et aller créer une nouvelle note et faire en sorte que les notes apparaissent correctement en fonction du rythme de la musique. Maintenant on va aller coder notre petit fonctionnement de bit before start. Nous on veut pouvoir faire en sorte que on ait des battements, quelques petits battements avant le début de la musique pour pouvoir bien se mettre en jambe et voir en fait les notes arriver tout simplement avant que la musique ne commence. Donc on va aller coder ça, on va appeler cette fonction play with bit offset. Voilà. Elle va prendre en paramètre un nombre de battements pour savoir combien de battements on veut avant le début de notre musique. Et notre bit before start, il va être égal à ce qu'on nous a envoyé. Et c'est là qu'on va utiliser notre timer, donc on va le récupérer. Notre start timer, on le met là. Comme ça on a accès à la variable. Et ici le start timer.wait, donc qui est le wait time en fait, la durée du timer, on va le mettre au nombre de secondes qu'on a par battement. Et en fait, on va se servir de ça simplement parce que ça va nous permettre de pouvoir compter un certain nombre de battements qui va être le nombre de battements qu'on a détecté ici. Et on lance le timer. Start timer. Start. Et donc comme je disais, là il va y avoir un certain nombre de secondes qui vont s'écouler, peut-être qu'il y a moins d'une seconde même qui va s'écouler, avant que le timer ne s'arrête. Et donc pour pouvoir détecter que le timer s'est arrêté, de la même manière que plein d'autres objets, les timers dans Godot, ils ont des nœuds, ils ont des signaux, et ils ont un signal qui s'appelle timeout, donc qui est émis quand le minuteur atteint 0, donc quand le timer il est fini. On double-clique, on l'ajoute à notre fonction, à notre fichier, et on a notre petite fonction onStartTimerTimeout, qui va nous servir à détecter les bits avant le début de notre chanson. Donc on augmente le nombre de bits, le nombre de positions dans la musique, enfin la position en battement dans la musique, pardon. Et on va aller vérifier si on a déjà commencé la musique ou pas. Si on n'a pas encore commencé la musique, on relance le timer. Par contre, si on est juste avant le début de la musique, là on va aller prendre en compte
dans le wait time, on va les modifier un petit peu et on va aller prendre en compte notre latence parce que de fait, quand on va lancer la musique, va y avoir une légère latence de la même manière que je vous ai expliqué pour le playing ici pour détecter la position. Ici, on va le prendre en compte aussi pour le timer pour avoir le temps le plus précis et pas avoir de décalage dès le début. Donc ce sera le start timer.waitTime, donc le temps qu'on a actuellement, moins la latence enfin moins notre calcul par rapport à la latence et au début de la musique. Donc ça c'est avec l'audio serveur getTime to next mix et le output latency qu'on va retrouver comme ça. Hop. Donc le wait time moins audio server getTime to next mix plus audio server get output latency. Hop, et ensuite, on va pouvoir relancer notre timer. Le start timer, on le relance. Cette fois, ce sera la dernière fois qu'il sera relancé. Hop, on l'appelle correctement. Et enfin, notre dernière condition. Else. On lance notre musique. Et on arrête notre timer. Donc là, en fait, pourquoi on lance la musique ici? Simplement parce que ici, on n'était pas du tout commencé, donc on va juste relancer notre timer. Ici, on est juste avant, donc on est un battement avant le début de la musique. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller prendre précisément le temps qu'il nous faut pour pouvoir jouer la musique et avoir un battement correctement. Donc c'est pour ça qu'on utilise le audio server, le get latency et tout ça. Et ici, on est sur le moment où il faut lancer la musique, donc on lance la musique et on arrête le timer en question. Et à chaque fois, on va aller utiliser notre fonction report bits pour pouvoir déclencher les battements et faire en sorte que les notes apparaissent correctement. Et donc ça, toute cette classe-là, c'est ça qui va piloter en fait les notes, le rythme à laquelle les notes vont apparaître et qui va faire en fait les calculs par rapport à votre musique. Si vous renseignez correctement le BPM de la musique, et tous les battements de votre musique, vous allez avoir le signal bit signal qui va être émis et que vous allez pouvoir récupérer. Et en fait, c'est là-dessus que vous allez pouvoir vous baser dans votre jeu pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des actions qui apparaissent en fonction du battement qui sera émis. Donc là, on sauvegarde notre classe. Hop. On reteste juste par défaut pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ok. Et on retourne dans Game. Et là, on va aller implémenter justement le fonctionnement. Donc ici, dans notre game, on va rajouter une nouvelle classe. Cette classe, ça va être un conducteur qu'on vient de coder. Hop. Donc on va aller chercher conducteur dans notre système de fichiers. On va aller glisser là-haut. Hop là. Et ce conducteur, donc il y a quelques petites choses à faire. Dans l'inspecteur, on va aller sélectionner la musique qu'on veut. Donc ici, j'ai pris, comme je disais tout à l'heure, une musique qui est libre de droit sur YouTube. Donc c'est Positive Fuse, French Fuse. Le nombre de battements, c'est 104. Donc ça, c'est à vous de déterminer le battement des musiques que vous mettez là. Et donc, on va aller, comme on a fait pour les autres classes, aller récupérer notre signal. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est le bit signal. Donc on double-clique dessus, on l'ajoute à notre game. Hop. Et là, dans notre classe game, on a le onConductor big signal, donc qui est ce qu'on avait codé ici, en fin de compte. Donc dans le report bit, ici, on émet un bit signal. Et donc c'est là-dedans qu'on va aller coder le fait qu'on a des notes qui vont se générer et qu'on va avoir les notes ensuite qui vont se déplacer. Donc pour pouvoir faire ça, pour pouvoir générer une note au lancement, en fait, au moment où on a le jeu qui est déjà lancé, on va devoir préload la scène de la note pour pouvoir ensuite instancier des nouvelles notes par rapport à cette variable qui aura été préload. Donc pour pouvoir faire ça, on va se créer une nouvelle variable qui va être notre variable note et on va préload comme je disais. Et
la classe qu'on va aller preload, c'est notre classe note. Donc pas le script GD, mais bien la scène, donc TSCN. Et c'est ça qu'on va aller utiliser tout à l'heure pour pouvoir récupérer la note et en générer une avec une nouvelle position, la valeur pour la couleur, la vitesse qui est calculée, ce genre de choses. Pour pouvoir avoir le fonctionnement qui soit le plus propre possible directement, nous on a trois colonnes, hein, une pour le rouge, une pour le vert et une pour le bleu. Donc on va vouloir faire en sorte que les notes elles apparaissent sur les trois. Alors pas sur les trois en même temps, mais faire un choix entre les trois. Donc vous, sur vos jeux, sur comment vous allez l'implémenter, vous ferez comme vous voulez. Là pour cet exercice, je vais le faire en aléatoire. Donc on va faire en sorte que voilà, il y ait une des trois lignes qui soit choisie aléatoirement. Pour pouvoir faire ça, je vais utiliser une variable que je vais appeler RNG qui va être en fait un random number generator qui est en fait ce qui nous permet de générer des nombres aléatoires dans Godot. Et c'est ce que je vais utiliser pour pouvoir faire en sorte d'avoir justement un choix aléatoire entre les trois lignes. Donc la première ce serait 0, puis 1, puis 2. Donc pour pouvoir faire ça, on va faire lane est égal à rand i range. Et nous on veut des nombres entiers donc qui vont de 0 à 2, donc soit 0, soit 1, soit 2. Et en fonction de ça, on va pouvoir aller générer notre note au bon endroit sur la bonne ligne pour faire en sorte qu'elle descende correctement. Avec la bonne couleur aussi. Et donc comme je disais tout à l'heure, on a créé une variable note, c'est pour pouvoir en instancier de nouvelles. Donc on va se créer une variable locale note instance. Et avec la note qu'on a créée juste au-dessus, qu'on a preload, on va pouvoir faire note.instanciate. Et ça va nous créer une nouvelle instance de note qu'on va pouvoir ensuite ajouter à notre arborescence. Donc ajouter de manière en direct en fait pendant le jeu grâce au code. Donc c'est pas quelque chose qu'on va aller rajouter à la main comme ça, c'est quelque chose qui va être généré à l'exécution. Donc nous on veut en fonction de la ligne, hein, donc si la ligne c'est 0 par exemple, donc la ligne rouge, et ben ce qu'on va faire c'est on va dire note instance point sa global position, donc on veut définir la position de la note pour faire en sorte qu'elle apparaisse là où il y a le bouton rouge. Du moins, après on va la décaler, mais dans un premier temps, là où il y a le bouton rouge. Et rappelez-vous, dans l'objet de la note, dans le code de la note, on avait défini qu'il y avait une variable qui s'appelait couleur, donc color en anglais. Et là, on est sur la colonne rouge, donc sur la ligne rouge, on va appeler ça rouge, red en anglais, et on va faire pareil. Elif lane est égal à 1, et on va reprendre un code similaire. Si c'est égal à 1, c'est que on veut que ce soit sur la verte, donc le green button, la position de la ligne verte. Hop. Et si c'est égal à 2, là en l'occurrence, on veut que ce soit sur le bleu. Et voilà, là on a notre base pour faire apparaître la note sur la bonne colonne, donc soit la colonne du rouge, soit la colonne du vert, soit la colonne du bleu. Donc là pour le moment elle est exactement là où il y a le bouton, hein, puisqu'on a dit que la position était égale. Donc ce qu'on va faire c'est juste modifier sa position en Y pour la mettre un peu plus haut. Donc on fait note instance.globalPosition .y, puisque c'est cette variable là qu'on veut modifier, et on va dire que ce sera égal à moins 300, donc tout en haut de l'écran. Et maintenant on va aller faire le calcul pour pouvoir avoir la bonne vitesse en fait, faire en sorte que nos notes se déplacent à la bonne vitesse sur notre écran. Donc pour pouvoir faire ça, on avait créé, rappelez-vous, une variable speed dans la note. Donc si on va dans note, dans notre code ici, voilà, on a la variable speed à laquelle on peut accéder depuis ici.
Et donc cette speed, cette variable, on va lui donner une valeur qui va être égale à un certain calcul pour faire en sorte que les notes se déplacent correctement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pour faire en sorte d'avoir la bonne vitesse, donc ce sera la distance qu'on a entre la note et le bouton. Cette distance, elle est calculée en faisant tout simplement la position du bouton moins la position plus la position de la note. Donc on sait que notre note elle est en moins 300, on veut des valeurs positives là-dessus. Donc notre note elle est en moins 300, notre bouton il sera en 280, donc tous les boutons en Y sont en 280, et après ils changent juste leur position en X en fonction de si c'est le rouge, le vert ou le bleu. Donc ce qu'on va faire tout simplement c'est 280 plus 300, on va pas s'embêter, et on divise ça par, donc là un petit calcul, de notre conducteur on va aller récupérer quelques petites choses, donc on veut rajouter notre conducteur ici puisqu'on veut y faire appel, donc on va le prendre et hop, le glisser là. Tac. De notre conducteur, on veut récupérer le nombre de secondes par battement. Hop, on va juste renommer correctement notre variable. Et multiplier ça par le nombre de bits avant le début, donc bits before start, qu'on va aller faire apparaître ici. Donc nous on voudrait faire en sorte que voilà, ce soit visible dans l'inspecteur. Donc export bits before start var bits before start, et ce sera un int. Hop. Donc là on a bien voilà nos calculs qui sont en place. Donc si on lance, pour le moment, il ne devrait rien avoir de particulier qui se passe, puisqu'on n'a pas lancé la musique. Voilà, on lance, on a toujours notre jeu qui ne bouge pas, qui ne fait rien de particulier. Maintenant, si dans le onReady, je rajoute conductor.play with bit offset, et du coup j'utilise ma variable que j'ai créée juste au-dessus. Hop, je sauvegarde ça. Dans le game, dans l'inspecteur, j'ai ma petite variable bits before start qui est là. On va dire qu'on en veut 8 par exemple. Et ben théoriquement, on revérifie. Et donc en revérifiant, on se rend compte qu'on a oublié la dernière petite étape qui est d'ajouter l'élément à la scène, puisque là on a fait tout ce qu'il faut pour initialiser notre note, la positionner, faire en sorte qu'elle ait la bonne couleur, la bonne vitesse, ce genre de choses. Et du coup la dernière étape c'est ajouter la note à la scène, donc add child. Add child, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rajouter l'élément qu'on va mettre ici, donc nous ici notre instance de note. Ça va rajouter cet objet à l'objet qui est rattaché à ce script. Donc là en l'occurrence à notre game. Donc en faisant cet appel là, on va rajouter la note. Et donc là on teste. Voilà, on voit les notes qui apparaissent à l'écran, elles apparaissent en rythme avec la musique. Bon là pour le moment elles sont un petit peu petites, mais si on appuie au bon moment, on a déjà le fonctionnement du jeu qui est en place. On va juste aller corriger ça très rapidement pour la taille des notes. Donc on va dans notre classe de notes, et sur le animated sprite, on va aller augmenter un petit peu sa taille. Là on voit que son échelle est à 1, on va la passer à 2. Et on va faire la même chose pour les collisions. Donc on va passer ça à 3 par exemple. 3, hop. On sauvegarde. Et voilà, là on a notre jeu de rythme avec les notes qui apparaissent au bon moment, qui font la bonne taille. Et comme vous voyez, il y a le score qui s'augmente et le combo aussi qui s'augmente, qui vient multiplier notre score. Donc plus j'enchaîne des notes correctement, plus le combo augmente. Si jamais j'appuie n'importe comment, on voit que le combo il redescend bien à 1. Et donc voilà, on a une base de jeu de rythme. Alors c'est c'est un squelette en fin de compte pour le moment, parce qu'on a vraiment juste des boutons de couleurs qui apparaissent à l'écran.
Mais l'idée c'est ça, c'est qu'on va avoir des notes, on va avoir des événements qui vont se déclencher en fonction du rythme du jeu, en fonction des battements, et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir construire après des jeux de rythme et faire en sorte que vous puissiez déclencher des événements, déclencher des actions dans vos jeux, grâce à Godot, avec quelques lignes de code et quelques outils. Donc c'est relativement simple en fait de mettre en place ce genre de choses.